Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans le balado Raconte-moi ton affaire. Le balado, on plonge dans l'univers des hommes et des femmes en affaires, ces décideurs, ces gens qui choisissent une forme de liberté et oser croire à leurs rêves, proposer une idée, un projet, une invention parce qu'ils veulent améliorer leur prospérité et celle de leur communauté. Et quand on parle d'affaires, on parle aussi d'associations. Des fois, il y a des associations qui sont merveilleuses. Des fois, ça peut tourner au vinaigre. Ben aujourd'hui, pour pas que ça tourne au vinaigre, j'accueille quelqu'un qui s'appelle Isaac Martin et c'est un entrepreneur, un conférencier, un coach en performance humaine qui a choisi de structurer l'humain avant la business. Ancien policier, il est devenu bâtisseur d'un système de vie. Il aide les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leur temps, de leur énergie et avoir cette clarté intérieure, notamment avec sa méthode 48 heures. Il va pouvoir nous en parler plus abondamment. Une approche alliant la discipline et aussi la performance durable. Isaac Martin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Hugo. Je me sens choyé d'être ici avec toi ce matin. On va avoir bien du plaisir, oui, j'en suis convaincu. C'est le but. Alors, comme tu le sais, les dîners ou les rencontres du groupe Performance, on prend toujours une espèce de petit 20 à 30 secondes pour se présenter le pitch de l'elevator pitch, comme on dit. Il y a une caméra pour toi où il y a mes yeux, mes oreilles qui t'écoutent. Alors, qui est Isaac Martin en 20-30 secondes? C'est toujours une excellente question, Hugo. Je dirais que je suis un entrepreneur, mais également quelqu'un qui adore l'humain. Donc, je suis là pour aider les gens à atteindre leur objectif professionnel et à réussir leur vie personnelle. Coach en productivité et leadership. Je suis entrepreneur, mais également repreneur. Et actuellement, la méthode 48 heures, ce n'est pas moi qui l'ai fondée. C'est mon associé, Patrice Ouellette. Donc, c'est 48 heures de Patrice Ouellette. Et maintenant, je suis rendu associé avec lui. Donc, voilà. Très bien. Alors, si tu nous écoutes et que tu es sur la route, on reste concentré. Si tu nous regardes, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti! Isaac, tu dis souvent qu'avant de structurer une entreprise, il faut structurer un humain. Un humain, ça commence bien. À quel moment de ta vie, je dirais, je le dis en toute bienveillance, de ta jeune vie, parce que tu es quand même, tu es dans bientôt la trentaine, parce que lorsque ce balado-là sera en ondes, tu seras peut-être dans la trentaine. À quel moment tu as réalisé ça? Qu'on doit structurer... Oui, c'est l'humain avant la business, parce que souvent, dans la vingtaine, on pourra aborder l'impatience, parce que les gens veulent que ça se produise tout de suite. Il y a beaucoup de testostérone, il y a cette énergie-là. Qu'est-ce qui fait qu'à ton âge, tu te dis, moi, je veux centrer l'humain avant la business? À la base, quand tu dis on est impatient, on veut tout pour hier. Oui, Ça, je le comprends bien. Puis quand j'étais plus jeune, je voulais toujours être au devant. Je voulais performer. À l'école secondaire, même chose. Puis quand tu me poses la question, quand est-ce que ça a été le déclic? Le déclic? Oui. Je peux parler un petit peu aussi de mon parcours, puis ça va amener le déclic, tu comprendras. Oui. Je viens d'une famille, on est à Drummondville actuellement, et je viens de Saint-François-Xavier de Brompton. Saint-François-Xavier de Brompton, pour bien le prononcer. Un petit village tout près d'ici. Puis on était 7 enfants d'une famille reconstituée. Et j'ai 2 frères qui ont eu des problématiques de santé mentale. Et lorsque j'étais au secondaire, évidemment, un de mes frères était en psychiatrie. Et mes parents devaient évidemment s'occuper d'eux. Je dis eux parce qu'éventuellement, j'ai un deuxième frère qui a eu des enjeux de santé mentale également. Puis, au lieu de rester à l'école et de perdre mon temps, si je peux dire ça comme ça, prendre l'autobus, retourner à la maison, ça me prenait pratiquement 2 heures. Donc, je me disais, pourquoi ne pas rester à l'école puis attendre que ma mère vienne me chercher? Mais au lieu de ne rien faire, j'ai commencé à m'inscrire dans plein de choses. First Robotique, le groupe de robotique, le club d'échecs, le stage band pour la musique. J'ai une passion pour la musique, une grande passion pour la musique. On pourra en parler. Grande passion pour la musique, le football, l'engagement communautaire. Et évidemment, quand on s'inscrit dans plusieurs programmes, mais qu'on veut quand même avoir des bons résultats à l'école, on doit se structurer. Oui. On n'a pas le choix de prendre son agenda. Et la première fois où j'ai vraiment pris conscience du pouvoir d'un agenda, j'avais justement 13-14 ans, j'étais en secondaire 1 ou secondaire 2. Puis je me disais, regarde, on va s'organiser et puis on va y aller. Puis ça m'a suivi
tout au long de ma vie, même quand j'étais en technique policière au cégep de Sherbrooke, j'ai voulu, parce que j'ai fait mes études pour devenir policier, j'ai donc fait ma technique policière et j'ai modifié mon horaire pour pouvoir travailler à temps plein. Donc, je travaillais à temps plein chez Sears, First Sears. Au Carrefour de l'Estrie. Au Carrefour de l'Estrie, exactement. Oui, c'est bon. Donc, j'étudiais à temps plein et j'avais également un emploi à temps plein. Puis, ça m'a toujours permis, justement, d'allier le travail puis mes ambitions personnelles. Je suis quelqu'un qui est ambitieux. Puis, je pense que ça prend ça quand on est entrepreneur. Oui. Un petit peu d'ambition, avoir des grands rêves. Oui. Ça m'a suivi, comme je dis, tout le long de mon parcours. Et quand j'ai changé, on pourra en revenir à ça éventuellement, mon changement de carrière, j'ai pris conscience que ce dans quoi j'étais bon, il y avait deux choses. Ce que j'aimais particulièrement, l'organisation et la communication. Puis mon désir de vouloir aider les autres à se structurer pour pouvoir justement atteindre leur objectif professionnel, mais également réussir leur vie personnelle, ça a été un appel. Ça a été comme ma mission vocation, de vie. Une vocation, exactement. Et donc, c'est ça. Secondaire 2, secondaire 3, c'est là où... Secondaire 1, pardon, secondaire 2, c'est là où je commençais à m'organiser. Ça veut dire qu'au moment où tout est en train de se connecter, toi, tu étais capable d'avoir une structure. C'était une question de survie un peu aussi. Oui, question de survie, question de... C'est là où on se rend compte que dans les moments où on pense que c'est triste, il y a des belles choses qui émergent de ça. Puis, pour moi, c'est ça. Ça a été le fait que peut-être qu'on sent un petit peu d'abandon de la part de ses parents. On sent de l'injustice. Pourquoi est-ce que mes frères reçoivent... Exactement. Pourquoi est-ce qu'ils reçoivent plus d'attention que moi? Hein? On est humain, on se questionne. Mais avec un pas de recul, quand on regarde la situation avec un pas de recul, c'est un beau cadeau que j'ai eu de la vie, de pouvoir dire, premièrement, j'ai une bonne santé mentale, une bonne santé physique également. Je suis choyé, j'ai un bon réseau et je peux aujourd'hui utiliser ça comme une force, puis aider les gens à se structurer au quotidien, puis à justement implanter la méthode 48 heures dans leur entreprise. Moi, ça va venir parce que là, on va... je veux juste clore cette période de l'adolescence où tu devais être une bébite pour le monde parce que c'est un âge où on est un peu plus échevelé, où ça fuse de partout. Est-ce que, je veux dire, tu as eu à vivre... je sais pas si ça se disait à ton époque, t'es une bolle ou je sais pas quoi, parce que si tu étais performant académiquement, ça dérangeait des gens qui ne l'étaient pas. Hugo, j'aime l'expression bol, ça me ramène au secondaire. Mais je ne me considère pas du tout comme une bol. J'avais pas cette étiquette-là. Les notes académiques n'étaient pas excellentes. On a tendance à se comparer, hein, surtout quand on est au secondaire ou même puis même le cégep. système te comparait dans exactement. Le temps, toi, par rapport à la moyenne, et ainsi de suite. Maths 5, tu avais les... Exactement. Là, et tu te compares. Les notes ne venaient pas naturellement. J'avais pas ça. Travail. Mais j'avais exactement cette discipline-là de vouloir m'améliorer, de vouloir atteindre les objectifs. J'ai toujours fonctionné avec des objectifs. Et pour moi, le premier objectif que je me souviens m'être dit, hey, ça, c'est quelque chose que je vais avoir, que je vais obtenir, que je vais pouvoir devenir, ça a été policier. Et pour devenir policier, je devais avoir de bons résultats scolaires. Et de se démarquer dans la communauté également, ça aidait pour rentrer en technique policière au cégep de Sherbrooke. Dans cet élan-là, je me suis dit, regarde, je dois travailler. Et je me souviens, les midi-maths, Hugo, je suis allé à plusieurs reprises aux midi-maths pour pouvoir m'améliorer. Je seconde. Donc, la discipline derrière la récompense, derrière le succès, puis le succès, on pourra en reparler tantôt, qu'est-ce qu'on définit comme étant le succès, c'est propre à chacun. Pour moi, c'était d'atteindre ma carrière de policier et je devais m'entraîner au niveau scolaire, au niveau physique également. Et pour devenir un citoyen, parce que quand on te donne un pouvoir en tant que policier avec un fusil, il faut que tu sois un citoyen au-dessus. Il y a quelque chose... La société ne veut pas... et là, tu fais le choix d'être policier. Tu réussis à devenir un policier que tu as fait pendant un certain temps. Est-ce que ce métier-là a mené que tu as un rêve et, entre guillemets, tu abandonnes ce rêve-là pour aller ailleurs? Il a dû se passer quelque chose qui t'a amené à ce que Isaac Martin est aujourd'hui dans le coaching de performance humain. Est-ce que tu peux nous décrire ce moment-là qui fait que je veux devenir policier puis j'arrête d'être un policier?
Je peux assurément le décrire. Hugo, quand on est sur un podcast, on se permet d'être vulnérable. Oui. Puis je vais me permettre d'être vulnérable avec toi, avec nos auditeurs également, parce que je pense que c'est ce qui aide les entrepreneurs à continuer à avancer. Quand on se rend compte qu'on est tous humains, qu'on a tous des moments plus difficiles dans notre vie. Vulnérabilité, c'est le bon terme. J'ai fait le métier de policier pendant 3 ans de temps, soit dit en passant, un métier qui est magnifique, selon moi, parce que tu as une liberté dans un cadre. On ne dit pas quoi aller patrouiller, quelle opération faire, c'est vraiment c'est tout. Exactement. Tu embarques dans ton véhicule de police et tu y vas. J'aimais cette liberté-là. C'était quelque chose qui me passionnait. À la base, une des raisons pour laquelle je voulais devenir policier, c'était pour faire une différence dans la vie de ceux qui souffrent, dans la vie de ceux qui sont à court de moyens. Puis, j'ai commencé ma carrière dans les villages Inuits. Il y a 14 villages Inuits qui bordent la province de Québec, communauté Inuit. Et j'ai fait 2 villages, Inukjuak et Kuujjuarapik. 2 villages dans lesquels il y a des événements qui se passent à tout bout de champ. On va la bonne expression française. Oui. Et lorsque je travaillais dans le Nord avec les Inuits, j'ai été impliqué dans différents événements, dont des agressions sexuelles, des tentatives de meurtre, un enfant qui s'était fait éjecté d'un VTT, puis qui s'était fait défigurer, on va le dire comme ça. Puis le plus gros événement, ça a été une prise d'otage qui a fini en suicide par policier. Et c'est mon partenaire qui a tiré, qui a fait feu. Et quand on voit la vie de quelqu'un partir devant nos yeux, on se rend compte à quel point la vie est fragile. On se rend compte à quel point on a seulement une vie. Puis on agit comme si le temps était donné à tout le monde, puis de façon... Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. On va faire ça demain. J'appellerai ma mère demain. Si t'aimes ta mère, prends le temps, là. Une fois que le balado sera fini. Texte en même temps. Exact. Si t'es sur la route, non, fais pas ça. Puis dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Puis profitez-en, parce qu'on ne sait jamais à quel moment notre vie bascule, à quel moment notre vie tourne. Étant impliqué dans ces événements-là, tout ça a été en 3 mois. Wow. Ça a été extrêmement rapide. Et tantôt, tu disais, on cherche à avoir des citoyens qui sont exemplaires pour être policiers, policières. Puis, il y a une espèce de dichotomie, je vais dire ça comme ça, là, vraiment 2 opposés quand tu prends conscience que tu as une arme à feu à la ceinture, que tu es là pour appliquer la réglementation, faire appliquer la réglementation, parce que toi, tu la suis puis tu t'attends à ce que les autres la suivent également, mais que tu n'as pas le droit de consommer une boisson d'alcool et de conduire ton véhicule. La responsabilité qu'on a, puis ça, c'est une opinion bien personnelle, mais je ne crois pas qu'une personne de 21 ans, 22 ans, qui vient de sortir de l'École nationale de police, devrait aller s'exposer à des situations aussi intenses que ça. Quand je suis revenu du Nord, de ces événements-là, je n'ai pas eu le soutien psychologique que j'aurais dû avoir. Wow. J'ai mis ça dans un tiroir, ferme le tiroir. On est fort, on est bon, on est beau, on est capable. Et on continue d'avancer. J'ai un de mes amis, un de mes bons amis. Aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, m'avait dit « Hey, si tu as le goût, viens travailler avec moi, viens... Il avait son entreprise de plomberie. Je suis allé avec lui. Tout ça, ça m'a permis de sortir de mon quotidien parce que j'avais le droit au chômage. Donc, en finissant mon contrat, je suis retourné à la maison. J'ai pris ça relax. J'étais probablement en dépression ou quelque chose de très, très lourd que je n'arrivais pas à exprimer. J'ai commencé à travailler avec lui. Rapidement, il est parti une division de toiture. C'est là où l'entreprise de toiture a commencé. Mon parcours d'entrepreneur, en fait, j'étais intrapreneur, donc j'avais une responsabilité à même l'entreprise. Puis j'avais cette liberté-là de monter l'équipe, vendre des contrats, ainsi de suite, plusieurs chapeaux. En ce qu'on vit souvent quand on est entrepreneur, on a une multitude de chapeaux qu'on porte. Et ça m'a permis de me recentrer puis de laisser les cauchemars que je faisais de côté. À un certain point, je m'ennuyais de faire de la police.
parce que c'était fort à l'intérieur. L'adrénaline. Oui, cet appel-là. Puis oui, l'adrénaline, hein, quand on y goûte, hein, on en veut plus. Je me suis permis de recommencer. Donc, j'ai été engagé à Magog et en même temps, je faisais donc la toiture de jour avec les employés. Le soir, je faisais les soumissions et tout ça. Et j'avais la possibilité de faire des de nuit. Des 12 heures. Regarde, on dormira une autre fois. De 8 à 8, exact. Je dormirai lorsque je serai mort. Voilà. Exactement. C'est autre chose à faire. Donc, je me suis brûlé par les deux bouts. J'ai reparti mon entreprise de mon côté, évidemment, parce qu'il y a eu des frictions avec l'association que j'avais, exactement. Oui. Donc, on s'est séparés. Moi, j'ai gardé la division de toiture, lui a gardé la division de plomberie. J'ai fait une nouvelle incorporation. Et là, c'est là où mon parcours d'entrepreneur est parti. Oui. Donc, je suis allé chercher mes licences d'entrepreneur spécialisé. Éventuellement, je suis allé chercher ma licence générale. Mais en même temps, je continuais à faire la police. Donc, j'avais les deux. Puis, c'en était trop. J'ai fait un trouble de stress post-traumatique à retardement parce qu'il y a un événement que j'ai fait, dans lequel j'ai été impliqué à Bromont, qui était avec une personne d'une communauté autochtone. Et ça a réactivé. Directement. Et quand je suis rentré travailler le lendemain, incapable de partir le véhicule, j'ai eu un blocage, je me suis effondré. Et par chance, j'avais le sergent qui était en place, qui était également le représentant syndical, le directeur syndical. Donc, il m'a dit « Sors du véhicule », on a jasé. Et ça a été le début de la fin. Okay. De mon parcours de policier. Ça a été le moment où j'ai dû dire, bon, mais regarde, on va aller consulter. Et j'ai fait une thérapie de reconsolidation de la mémoire pour traiter ces événements-là pendant 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi de temps, avec une psychologue spécialisée dans le trouble de stress post-traumatique, qui d'ailleurs a fait un travail extraordinaire dans l'accompagnement qu'elle m'a offert. Puis ça a fait, OK, ça c'est une partie de ma vie qui est terminée, je dois faire une croix là-dessus. Mais à chaque fois où je vois un véhicule de police, il y a cette excitation-là qui revient, il y a ce désir-là qui est encore en moi. Mais aujourd'hui, j'aide, encore une fois, la communauté autrement. Oui. Tout simplement. C'est donc, il y a eu ce changement-là parce que tu dis, j'accepte que je ne peux pas remettre, même si j'aime ça, parce que je ne veux pas... Comme tu dis, tu l'aides autrement. Je veux juste, avant qu'on parle d'organisation, de ta méthode 48 heures, tu as juste ouvert une porte que souvent les entrepreneurs, il y a un refus de parler de vulnérabilité. Tantôt, j'ai parlé de crise à un moment donné, on peut frapper le mur. Qu'est-ce que tu peux dire? Comment tu peux arriver, juste pour que les gens qui nous écoutent, d'accepter cette vulnérabilité-là, qu'on est tous humains, qu'à un moment donné, et est-ce qu'il y a des signes? Et toi, comment tu peux t'imbriquer là-dedans avec ce que tu es comme coach qui veut remettre l'humain avant la business? Et je pense que la vulnérabilité, on en parle, mais heureusement, peut-être parce qu'il y a encore plus de femmes qui font de l'entrepreneuriat, que souvent les gars veulent partir avec j'ai un problème, je vais trouver ma solution et je vais revenir tout seul avec ma solution, qui est ancestral un peu. J'aimerais que tu élabores sur la vulnérabilité. Et toi, comment, comme coach, ça fait-tu partie de ton mandat de prendre cette vulnérabilité-là et de l'amener ailleurs? Oui. C'est une excellente question, Hugo. J'adore ça. À la base, et soit dit en passant, c'est important de le comprendre, je ne suis pas psychologue. Je ne fais pas partie d'un ordre, et ça, je le spécifie, très important. Fait que quand on parle de coaching, on ne parle pas je parle d'accompagnement d'entrepreneurs. Super important de le spécialiser. De le spécifier, j'aurais dû dire. Donc, quand on parle de vulnérabilité, la vulnérabilité nous fait quoi? Nous fait prendre conscience de quoi? Qu'on a des angles morts. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Tu te demandais, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Assurément. Une fatigue qui est constante. On se lève le matin après une bonne nuit de sommeil, puis c'est encore extrêmement difficile. La fatigue, c'est un des premiers signes. Alors, ensuite de ça, l'isolement. Plus on s'isole, on ne sort plus, on voit plus on n'entretient pas nos relations, que ce soit nos amis, notre cercle proche, notre cercle familial, on ne voit plus ces personnes-là. Plus souvent qu'autrement aussi, on développe certaines dépendances, peut-être. Donc, dépendance à l'alcool, au jeu, à la drogue, au sexe, c'en est également d'autres. On parlera tantôt aussi. Tu poses des questions à ceux qui font affaire avec toi. Absolument. Tu j'ai aucun problème à à la pornographie, puis
Ça, c'est... OK, vas-y, je t'écoute. Ouais. Bon, donc, la vulnérabilité, en fait, pas la vulnérabilité. La détresse psychologique, il y a des signes avant-coureurs. Et la vulnérabilité nous permet quoi? Nous permet d'accepter qu'on est humain. Oui. Que dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des situations qu'on n'a pas vu venir malgré une planification stratégique, malgré une multitude de facteurs qu'on a mis en place pour se protéger. On pourra en reparler tantôt dans la méthode 48 heures. On parle du système de défense et le système d'attaque. Quand on ne voit pas ces choses-là étant faillite, crise, perte d'employés, ainsi de suite, et que là, on se retrouve à manger la vague, vague après vague après vague, et qu'on a une fatigue accumulée qui est présente, des fois, c'est difficile de le voir par nous-mêmes. Et si vous êtes entrepreneur, solopreneur, repreneur, peu importe, et que vous avez quelqu'un dans votre entourage, que vous voyez qu'il y a des comportements qui commencent à changer, mais que vous êtes bienveillant envers lui, nommez-le. Puis je vais partager un moment dans ma vie où ça a été une belle prise de conscience. Quand je revenais à la maison, parce que je suis retourné chez mes parents, le soir, quand je faisais les soumissions et je calculais les plans de toiture, j'avais toujours mon petit verre de chartreuse à la main. Je suis un amateur de chartreuse. Il y en a qui détestent ça. C'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. C'est bon. Et ma mère est rentrée, elle a cogné, elle est rentrée dans le bureau. Il était 10h et quelques le soir. Elle me dit, je m'en vais me coucher. Isaac, tu sais que je t'aime. Et quand un parent commence comme ça, tu sais que je t'aime. C'est que j'ai quelque chose. Tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte de là. Et elle me dit, ça fait plus d'1 mois que je viens te voir à tous les soirs. Et à tous les soirs, tu as un verre de chartreuse à la main. Et quand ta mère te dit ça, ça fesse, ça frappe, ça fait mal. C'est lourd. Il y a une prise de conscience que tu dis, hey, il y a peut-être un problème que je suis en train de développer que je dois adresser. Et si ça n'avait pas été de ma mère qui me fait prendre cette prise de conscience-là, parce qu'elle était bienveillante envers moi, je ne l'aurais peut-être pas réalisé. Peut-être que j'en aurais pas pris conscience. Alors, d'être vulnérable, d'accueillir ça et de dire, regarde, OK, je mets un genou par terre et je vais chercher l'aide dont j'ai besoin. Ça commence par quelqu'un qui nous lève le flag. Oui, puis l'écouter. Exactement. Mon rôle, quand j'accompagne les entrepreneurs, il y a plusieurs... Évidemment, il y a tout dépendamment de l'objectif, quand la majorité du temps, lorsque les clients viennent nous voir, c'est parce que ce sont des personnes qui sont évidemment ambitieuses, qui sont soit entrepreneurs, soit repreneurs, soit intrapreneurs. Souvent, on va s'adresser, mettons, au C-suite qu'on appelle, et qui vivent un enjeu au niveau de la productivité ou du leadership. Ils atteignent un plateau. Ils veulent amener l'entreprise à un autre niveau, mais ils ont la difficulté à se structurer, à avoir une vision claire. On parle souvent de cruises to nowhere. Imagine que tu t'en vas sur une croisière. Puis là, les premiers jours, c'est le fun. On se lève le matin, on prend à déjeuner, on s'en va se crémer, on s'en va sur le pont, on en profite et tout ça. Une première journée, c'est bien. 2 journées, c'est bien. 3 journées, c'est bien. À un moment donné, capitaine... qu'est-ce qu'on va découvrir? Où est-ce qu'on s'en va? Oui. Et on oublie de déterminer la destination. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est quoi l'objectif de mon entreprise? Pourquoi mon entreprise a-t-elle été fondée? Pourquoi est-ce que je fais au quotidien ce que je fais? On ne prend pas le temps de se questionner. Ton why, le fameux why dont on parle, le pourquoi. Mon objectif, c'est entre autres ça. Te faire prendre conscience de c'est quoi ton why? C'est quoi ta mission? Où est-ce que tu veux t'en aller? Et ensuite de ça, comment on va y arriver? Puis plus souvent qu'autrement, on gère notre agenda, notre quotidien avec une montre. Quand on dit hey, « j'ai eu une bonne journée productive aujourd'hui, là, j'ai été booké au quart de tour ». La productivité, il y a plusieurs concepts, mais il y a quelque chose que j'aime bien et qu'on répète souvent, Patrice et moi. C'est une question, non pas d'accumulation, mais c'est une question de soustraction. À quoi je vais dire non pour pouvoir atteindre la destination? Et ça ne se gère pas avec du temps, la productivité, ça se gère avec une boussole. Est-ce que je suis dans la bonne direction pour atteindre ce que je désire réellement? Si je te dis, Hugo, c'est quoi ta définition du succès? Qu'est-ce que tu veux atteindre d'ici le 31 décembre 2026? Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, c'est clair, parfait. Je vais projeter plus loin. Oui. D'ici le 31 décembre 2030,
où est-ce que tu vas être rendu? Là, je te non, pose la question. Non, mais je comprends. La question, c'est se faire un plan. Est-ce que la PNL, personnellement, moi, Anthony Robbins te fait décrire un plan. Est-ce que tu t'approches, quelle couleur, qu'est-ce que tu vas sentir? Tu essaies d'avoir le plus près, est-ce que je m'approche, est-ce que je m'éloigne? Effectivement, d'avoir des objectifs. Et là, ça me permet de te repasser le POC, comme on dit, parce que je veux que tu me parles de la méthode 48 heures, parce que tu as dit deux notions tantôt. On est entré par la vulnérabilité qu'on referme, mais là, justement, tu proposes les gens qui viennent te voir, c'est que c'est des gens généralement qui ont une conscience. C'est souvent des gens qui disent « je veux être mieux organisé » parce qu'ils se rendent compte qu'ils font peut-être du surplace, puis ils se fatiguent, ils veulent améliorer, ils veulent savourer davantage, puis ils veulent avancer dans la vie. Ouais. Donc, cette méthode-là, tu as utilisé deux termes que j'ai oubliés. Tu as dit... Le système d'attaque et le système de défense. Est-ce que c'est... avec ce que tu es en train de nous décrire, est-ce que je t'ouvre la porte pour que tu puisses... Oui, absolument. Parfait. On peut entrer dans le sujet. Quand on parle de déterminer là où on va s'en aller, et je vais présenter la méthode 48 heures, comme je disais, qui a été fondée par Patrice. Oui. Patrice Ouellette, qui est pour moi qui est un mentor et un associé aujourd'hui. Okay. Patrice, c'est une personne que j'apprécie énormément. On dit bonjour à Patrice. La méthode 48 heures se divise en deux gros segments. Oui. Le système de défense, qui est le premier côté, le système d'attaque. Imaginez un gros sablier. Le système de défense se divise en deux sections, ce qu'on va appeler le simplifié et le prioriser. Dans le simplifié, c'est là où on va devoir déterminer, c'est quoi mes valeurs exactement? Est-ce que je suis quelqu'un qui est davantage axé sur l'argent ou sur la famille? Est-ce que là, tu viens de toucher valeur, je me permets, valeur, l'argent, c'est pas une valeur, c'est un moyen. Non, c'est un moyen. C'est que, tu sais, il faut comprendre, valeur, c'est l'honnêteté, il y a des valeurs et de la célébrité, c'est pas une valeur, ça t'amène la famille, tout ça. Donc, OK, exact. Vas-y. Merci de le reprendre et de le spécifier. En effet, c'est important aussi comme je le disais, donc de déterminer ses valeurs profondes, comme tu le disais, donc l'honnêteté, le respect, l'ambition. Oui. Une fois qu'on a déterminé ces valeurs-là, on va, et puis il n'y a pas juste les valeurs, évidemment, là, comme je parle, on va parler de déterminer c'est quoi ma définition du succès, qu'est-ce que j'entends, c'est quoi mes grandes ambitions et tout ça. On va ensuite prioriser. Okay, donc ça, c'est la deuxième sphère. Donc j'ai le simplifié, ma mission de vie, mes valeurs, et ainsi de suite. Ensuite, on va prioriser. Prioriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je vais faire ma stratégie, avant de faire ma stratégie, je dois essayer de déterminer qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Quand j'entends des personnes me dire « Hey, tu sais quoi, d'ici la fin de l'année, là, j'aimerais ça augmenter ma business de 30% au niveau des ventes. » OK, pourquoi? Pour pouvoir faire plus d'argent. Good! C'est bien de vouloir faire plus d'argent. Pourquoi? Et là, on creuse, puis on descend. Puis là, finalement, je me rends compte que le client, ce qu'il veut, en fait, c'est de pouvoir payer des vacances à ses enfants. Pourquoi tu veux payer tes vacances à ses enfants? Parce que je ne les vois pas assez souvent. Donc, ce que je comprends en réalité, c'est pas que tu veux payer des vacances à tes enfants, c'est que tu veux avoir du temps de qualité avec tes enfants. Tu veux pouvoir passer plus de temps avec eux. Oui. Est-ce que l'augmentation de ton chiffre d'affaires dans ta business va t'amener là? Est-ce qu'il y a un autre moyen, peut-être? Oh, switch de perspective. On vient de changer. OK. Fait que finalement, je comprends que j'ai simplifié, mais là, ce qui est prioritaire pour moi, c'est quoi? C'est ma famille. On parlait des 6 dimensions. Les relations, on parlait de la santé, on parlait du développement personnel. Fait qu'il y a 6 dimensions qu'on va aborder pour dire qu'est-ce que tu veux qu'il se passe là-dedans. Est-ce que tu as des grandes incohérences? On a parlé tantôt de ta conjointe. Oui. Ça fait maintenant 30 quelques années. 35 ans. Donc, quand on a une relation, évidemment, on y dédie du temps. Oui. On dit souvent, hey, ça a l'air plus vert chez le voisin. Pourquoi? Parce qu'il entretient son gazon. Est-ce que tu entretiens tes relations? Est-ce que tu entretiens ton cercle d'amis, ton cercle proche, ta famille? Combien de temps est-ce que tu y dédies? Donc, dans le prioriser, c'est ça qu'on va venir déterminer. J'ai des grandes incohérences. Ça va pas bien dans mon couple, mais je dédie combien de temps? 0. Ouvre ton agenda, montre-moi ce que tu as. Je vois absolument rien là-dedans qui me permet de voir que tu investis du temps. Tu sais, investir, c'est pas seulement de l'argent. Hein. On investit du temps, on investit des efforts, de l'effort. On investit une multitude de choses pour justement venir prioriser qu'est-ce qui est le plus important.
Fait que ça fait partie du système de défense. C'est-tu clair? Oui, Ouais. oui, Excellent. c'est tout à fait. Parce que des fois, moi, c'est mais clair pour moi, Non, c'est clair. Ensuite de ça, on va venir dans le système d'attaque. Maintenant que je suis venu me protéger, pourquoi... Puis là, je vais l'expliquer quand on parle du système de défense. Se protéger, c'est se protéger de quoi? Des urgences de tout le monde. Je vais être capable de dire non. On s'en est parlé tantôt. Oui. De dire oui à cette opportunité-là, ce serait de ne pas me respecter. Ce serait de me désaligner de ce que je désire réellement obtenir. Quand je vais arriver dans le système d'attaque, je commence avec ma première section qui est le planifier. Et là, le planifier, on a plein d'outils, Patrice et moi, pour aider à la planification. Planification, on a par exemple le top 3. C'est quoi ton top 3 annuel, trimestriel, mensuel? On a le focalisateur qui est un outil qui est merveilleux, qui permet de déterminer quelles sont mes trois priorités pour la semaine. Quelles sont les embuscades qui pourraient se présenter? Je dois faire un podcast, je dois me présenter ce matin. Moi, ça, c'était dans mon focalisateur. C'était une de mes 3 priorités cette semaine. Oui. C'est quoi l'embuscade qui peut se passer? Je suis à 6 heures d'ici. Le trafic, c'en est un. Donc, je dois planifier mon déplacement. Alors, ces outils-là vous permettent de planifier et de dire, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas demandé les questions, c'est étrange. Tu parles de planification. Oui. D'habitude, beaucoup de mes invités veulent avoir les questions d'avance. Toi, ça veut dire que tu as cette capacité de dire, je suis planifié, mais il faut garder une agilité de réagir aussi. C'est ce que je me trompe? Non, je dirais que tu ne te trompes pas, Hugo. Non, mais... ce que j'aime beaucoup, Hugo, c'est l'authenticité également. Voilà. Et je me rends compte que quand on arrive sur un podcast, quand on se prépare trop, on pense à ce qu'on va dire plutôt qu'à être présent dans la conversation. Tout à fait. Alors pour moi, de ne pas me préparer lors d'un podcast, ça veut dire que tu as une ouverture, mais je veux finir avec l'attaque. Oui. Tu dis, tu as un podcast, la défense, tu as appris à te protéger, tu apprends à dire non. Moi, il y avait l'agent d'Isabelle Adjiani qui disait, on bâtit la carrière d'un acteur sur ses refus. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'amène ailleurs. Ça veut dire que quand tu refuses quelque chose, il y a une autre porte qui va ouvrir. Tu vas découvrir autre chose. Parce que pour X raison, est-ce que c'est une erreur d'avoir dit non? Mais c'est souvent le fait de dire non, il y a quelque chose d'autre qui va s'enclencher, qui va t'amener ailleurs. Parce que si tu avais dit oui, ça aurait été... j'ai dit non, moi, exemple, à un projet, quand je suis sorti de l'école, d'un des grands metteurs en scène, puis tout le monde me dit, t'es fou de lui dire non. Je le sentais pas là, mais ce qui fait que je serais pas avec ma femme aujourd'hui. Que tu comprends, le refus t'amène ailleurs. Wow! Alors, ça avait été pour moi, puis tout le monde me dit, voyons, tu peux pas dire non à cette personne-là. Je disais, dans le moment, je me voyais pas faire ce genre de tournée-là, puis partir, puis j'aurais pas d'enfants aujourd'hui, j'aurais d'autres enfants, tu comprends? Ouais. Donc, tu bâtis sur les refus. Alors, le système d'attaque, c'est... Et après ça, je veux juste, quand tu as fini ça, que tu réfléchisses à comment ça fait qu'il y a des gens qui sont complètement désorganisés. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont échevelés dans le... Et il y en a qui arrivent à se retrouver. Ouais. Moi, j'ai été, à un moment donné, il y a mon mécanicien qui a refait un silencieux sur mesure. Il est allé chez son beau-père qui avait, ce qu'on dit en français, une cour à scrap, qui avait du stock comme j'ai jamais vu, mais qui savait exactement, dans tout ce bordel-là, il était organisé dans son chaos. Ouais. Fait que je veux juste finir avec le système d'attaque et après ça, ça plonge m'intéresse parce que tu es quelqu'un qui parle d'agenda, qui parle de structure, puis en même temps, tu es arrivé ici, tu n'as pas dit « je veux pas les questions » parce que tu voulais être authentique, tu vas être dans le moment. Tu parlais de dichotomie. C'est quoi? Dichotomie. Dichotomie, c'est ça. Alors, je trouve ça merveilleux. Donc, tu te laisses des portes vers la surprise. Absolument. Absolument. La vie, c'est un grand voyage, Hugo. Pour moi, c'est beau à ton âge de dire ça. Je trouve ça bien. On en parlait tantôt. Puis, je vais l'apporter parce que, pour moi, on rentre directement dans le vif du sujet. On en discutait tout à l'heure avant le podcast où je te parlais de mon vision board, le tableau de vision, le tableau de visualisation que j'ai terminé tout récemment. Puis, sur mon vision board, à la fin, dans la sphère du développement personnel, j'ai écrit une phrase qui est « Écris ton histoire, de toute façon, je connais déjà la fin, la mort. Alors, autant bien que le voyage soit grand. » Et je vous invite, tous et chacun d'entre vous, à rêver grand, à voir grand, parce que de toute façon, la seule limite que vous avez, c'est vous qui allez la mettre.
À partir du moment où vous êtes centré sur ce que vous voulez, que vous vous êtes permis de rêver grand, je vous le dis, vous allez attirer les bonnes personnes proches de vous. Et chaque refus que vous allez faire, chaque fois où vous allez dire non parce que je me permets d'aller vers mon grand rêve, ça on pourra en parler tantôt, les grands rêves, Oui. il y a des relations que je vais bâtir. Il y a des gens que je vais rencontrer. Il y a des opportunités qui vont se présenter à moi. Et ces opportunités-là ne se seraient pas présentées à moi si je ne l'avais pas préalablement manifesté, si je ne l'avais pas visualisé, si je n'avais pas écrit là, noir sur blanc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'aimerais goûter pour être à cet emplacement-là. Fait que si je reviens à mon système d'attaque, j'ai passé à travers mon système de défense, j'ai priorisé tout ça, j'ai planifié, je suis en train de planifier. Qu'est-ce qui doit se passer pour que d'ici le 31 décembre 2026, j'atteigne la destination ou ma définition du succès telle que je l'ai déterminée. Une fois qu'on a passé à travers notre système de planification, le système d'attaque, planification, première étape, dernière étape qui nous reste, c'est quoi? L'exécution. Oui. On passe à l'action. Go! Est-ce que c'est la partie que les gens aiment le plus ou ils sont plus réfractaires? C'est facile. Moi, j'avais un prof de théâtre qui... Oui, moi, mon personnage, il disait « fais-le ». Je ne veux pas l'entendre, fais-le. Ouais. Il disait « vas-y, mets-toi en action ». Est-ce que c'est la... Je t'ai interrompu, là, mais... non, mais je vais surfer. C'est la partie que les gens aiment ou ils sont... là, faut que je la mette en exécution. Il faut que j'ai beau l'écrire, j'ai beau le rêver. Est-ce que je me donne la permission de dire je peux y arriver? Ouais. J'y ai droit parce que c'est qu'est-ce que les autres vont dire. On en parlait tantôt. Exact. Que tu fasses quelque chose, ils vont toujours dire quelque chose. Puis qu'à un moment donné, fais-le et c'est souvent plus près de toi que tu penses. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui ne veulent peut-être pas que de voir grand, de rêver grand, que ça se produise. Donc, les gens vont dans l'exécution. Comment tu fais pour que tes clients exécutent? Passe à l'action. Je reprends les mots que tu as dit tout à l'heure quand on t'a traité de fou, de refuser le rôle qu'on t'offrait ou l'opportunité qu'on t'offrait. Beaucoup d'entrepreneurs ont, et moi le premier, on a une crainte du jugement des autres. Hey, mais qu'est-ce que le monde va dire? Là, si d'un coup, je partage cette vision-là à quelqu'un d'autre, puis que je passe à l'action, mais que ça ne lève pas comme je l'avais prévu. Tu l'avais dit, hein? Ah ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, le passage à l'action, souvent, est freiné par quoi? Nos croyances limitantes, par les freins qu'on se pose, par les lunettes que nos parents nous ont transmises également, par les peurs, par les craintes qu'on entretient et qu'on ne se sert pas de ça comme levier pour transformer puis passer à l'action. Comment on fait pour passer à l'action? Moi, je ne peux pas faire naître en quelqu'un le désir de passer à l'action. C'est impossible. Ce désir-là, cette motivation-là doit être intérieure. Puis, je vous invite à revenir un petit peu sur vous quand vous déterminez qu'est-ce que vous voulez faire, puis quand vous allez passer à l'action, qu'est-ce qui vous motive? Puis, la motivation, c'est une chose. La discipline, c'en est une autre. Il faut faire la distinction entre les deux. Quand un client me dit « Isaac, moi, j'ai de la difficulté à passer à l'action », on va pouvoir déconstruire les croyances limitantes qui bloquent, puis également venir déterminer ce que tu t'apprêtes à faire, cette motivation-là qui te pousse à aller de l'avant, elle provient d'où? Est-ce que c'est une motivation qui est externe? Hein? Est-ce que c'est des motivations qui sont extrinsèques? Une récompense financière? Des avantages par rapport à ton employeur qui te donne des choses? Fait que toutes ces motivations-là qui sont extérieures, est-ce que c'est des motivations qui sont introjectées? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est une motivation qui est faite par la peur? Je dois étudier pour mon examen, je déteste ça, mais j'ai beaucoup plus peur de la façon dont mes parents vont me percevoir ou vont me taper ses doigts, ou même de la réaction de mon professeur si j'ai un échec. Donc, motivation par la peur. Motivation identitaire. Je veux devenir médecin. Pourquoi? Bien, parce que médecin, c'est un beau statut. Comment je fais pour continuer à avancer quand je me rends compte que c'est une motivation identitaire? Je veux devenir papa. Et c'est pas mal, soit dit en passant, mais est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu as les bons souliers actuellement? Est-ce que tu t'apprêtes à mettre la bonne pointure? La dernière motivation, intrinsèque. Qu'est-ce qui part de moi? Si personne ne me voyait faire, est-ce que j'irais de l'avant? Quand c'est plus glamour. Exactement. Oui, tout à fait. Quand personne regarde, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis encore en train d'avancer? Si la réponse c'est oui, tu es dans la bonne direction, mon gars, faisons le premier pas ensemble. Il y a une citation de Zig Ziglar qui disait « Tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir bon. »
Et c'est la même chose. C'est extraordinaire. Le premier pas. Quand tu te permets de faire le premier pas et tu te plantes, excellent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oui. Ah ben, j'ai pas attaché mes souliers. Good! On va attacher tes souliers. Puis là, il faut faire attention parce que des fois, il y a des personnes qui vont attacher vos souliers à votre place. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui va vous faire grandir puis qui va vous apprendre à attacher vos souliers pour que vous soyez autonome puis qu'on continue à croître. Mon rôle, c'est ça. C'est de te permettre de te donner les outils, de t'accompagner, de déterminer où est-ce qu'on va s'en aller, d'avoir la vision, après ça, d'intégrer ça dans ton quotidien. Intégrer ça dans son quotidien, ça passe par la structure. La structure, il y a une multitude de choses qu'on fait, évidemment, Patrice et moi, dont la structure d'entreprise. Parler des procédures, parler des processus. Processus, c'est tout le chemin qu'on doit parcourir. La procédure, c'est qu'est-ce qui doit se passer dans l'étape. Fait que ça, c'est des choses qu'on offre également, c'est des services qu'on offre quand les clients sont à un plateau et qui veulent justement... Et ce que tu amènes, ça amène... moi, il y a un mot qui n'arrêtait pas de flasher. Flasher. C'est responsabilité. Mm-hmm. Quand tu acceptes et tu n'es pas responsable de tout, tu sais, souvent, moi, je suis un fils de médecin, puis mon père disait les maladies, c'est 95% psychosomatique. Puis j'avais dit, oui, mais un enfant de 2 ans qui a une leucémie, il fait ça, c'est mon combat avec Dieu. Il ne comprenait pas. Mais tu sais, Mané, il y a un lion qui rentre ici dans la salle. On n'est pas responsable que le lion est rentré dans la salle ou que le toit s'effondre. Mais en guillemets, je suis responsable parce que j'étais ici en train de faire un balado avec toi. Comment tu arrives à... Tu sais, que cette responsabilité-là devienne savoureuse? Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Extreme Ownership de David Goggins, qui était très bon. C'est pas vrai. Can't Hurt Me de David Goggins. Puis Extreme Ownership, c'est un autre livre. Mais bref... Ça, c'est celui qui fait des marathons exactement. pendant 1000 heures. Oui, exactement. Qui en fait. Et il lâche pas. Indestructible. Et ce que je retire le plus de ces lectures-là, c'est tout le temps de se dire, non, c'est vrai que je suis pas responsable du résultat. Je suis pas responsable du fait qu'il y a un lion qui rentre ici, mais je suis responsable de comment j'agis face à cette situation-là. Puis la responsabilité, c'est ça. Il n'y a pas personne qui va le faire à ta place. Hugo, si tu t'étais pas préparé pour venir ici ce matin, tu aurais rentré, tu aurais eu le résultat du fait que tu t'étais pas préparé. Oui. La responsabilisation, c'est de permettre à notre soi de demain de bénéficier des actions qu'on pose. La destinée, c'est l'étude des conséquences. Faire ou subir. Faire ou subir. J'aime ça. J'ai du plaisir aujourd'hui. Tout à fait. Absolument. C'est comme... Et cette responsabilité-là, je pense que comment... Et je trouve ça... C'est précieux ce que tu fais comme métier, comme vocation, parce que c'est là qui est, à mon sens, la plus difficile de dire, personnellement, moi, je suis un acteur, j'ai un frère notaire, j'ai un frère avocat, père médecin, et quand j'ai dit à mon père, il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je vais être un acteur. Il s'est étouffé dans sa soupe. J'ai eu le droit de me retrouver dans le plus grand restaurant de Sherbrooke à l'époque, qui était le Nanking, puis il disait, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu vas pas bien? Puis là, de comprendre que, et même mes amis, même les gens autour de moi, c'était ma responsabilité de dire, moi, je vais aller au bout de ce rêve-là, vois grand, vois... Et tes clients, quand ils se mettent en action, ça va aller vers la peur aussi, puis en même temps, est-ce que la douleur devient tellement insupportable qu'ils disent, il faut que j'aille un changement parce que je vais avoir plus de plaisir à me réorganiser, à avoir plus mes enfants. Les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils ont sensiblement le même genre qui se disent, je veux m'organiser, je veux avoir plus de succès, puis tu nous aideras à dire qu'est-ce que c'est que le succès pour que les gens qui nous écoutent, qui est tellement glamour, qu'est-ce que c'est que le succès? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi, le succès, c'est quand mon entreprise sera sur 5 continents, que j'aurai 400 employés, alors qu'il dit, non, moi, si je suis capable d'avoir un associé. C'est de tout... Alors, d'où vient je pense que le premier pas, c'est est-ce que tu as envie d'être responsable de l'histoire que tu es en train d'écrire? Absolument. Est-ce que tu veux reprendre ce crayon-là? Oui. Puis tu dis, c'est toi qui es en train de l'écrire avec la crainte de dire, ça se peut que je vais me tromper, mais la beauté, c'est que tu vas te tromper. Oui. On se trompe tous. Tous. On fait tous des erreurs. Puis
tout à l'heure, on parlait de vulnérabilité, d'accepter qu'on va tomber, d'accepter qu'on ne sera pas à la hauteur de nos attentes. Ça fait partie de la game. Et quand tu parles, excuse-moi, parce que je vais voir, et quand tu parles tu es un coach qui peut, en même temps, pour être capable d'enclencher, là, on est dans une ère, et je le dis en bienveillance, dans l'ère de la bienveillance, où tu peux dire, le médecin ne peut pas dire à quelqu'un, t'as peut-être pris beaucoup de poids, là, c'est pas bon pour ta santé, tu peux pas me dire ça. Donc, toi, tu sembles être un coach qui peut intelligemment bousculer les gens. Quand tu leur parles, je vais revenir à la pornographie, parce que c'est quelque chose que je t'écoutais. Tu dis, parle-moi de ta consommation de pornographie. Pourquoi tu amènes les gens à... C'est quelque chose qui peut les choquer. Ouais. Puis j'imagine que c'est pas juste la pornographie. Tu dois leur poser des questions. Tu dis, si tu veux reprendre le crayon, là, puis tourner une page ou de l'arracher, puis recommencer un nouveau chapitre, ça se peut que je te bouscule. Est-ce que tu acceptes ça? Je veux pas te bousculer parce que je veux t'humilier. Parce que je veux que tu avances. Je veux que tu enclenches les choses. Première des choses, Hugo, je me considère extrêmement choyé. Parce que quand j'accompagne un entrepreneur, quand on accompagne des entrepreneurs, on entre dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie personnelle. Qui dit rentrer dans la vie personnelle, dit également peut-être parfois sortir des squelettes du placard. Oui. Et on le fait avec bienveillance. Mais la bienveillance, c'est également d'être capable d'aller dans l'inconfort. Disons, on s'en va dîner au restaurant, toi et moi, et là, tu décides de commander une salade parce que tu aimes la salade. Et là, tu as un morceau de salade qui est ici, dans les dents. Plusieurs personnes vont se sentir inconfortables de dire « Hey, tu as un petit bout de salade. » C'est une crotte de nez. Oui, exact. Là, pourquoi? Bien, parce que je veux être gentil, je veux être gentil. Mais la gentillesse passe, et la bienveillance passe par le fait d'être inconfortable pour le dire. Pourquoi? Pour corriger une situation dans laquelle on est inconfortable. Ouais. Et les questions que je vais poser, dont notamment la consommation de pornographie, ça, je le vois souvent quand j'ai des clients qui me disent « Isaac, ça va pas bien avec mon conjoint, avec ma conjointe, dans ma relation amoureuse. » OK, on va le descendre, on va le vider, le sujet. Et là, quand on pose la fameuse question, quelle est ta relation avec la pornographie? Et non pas une question fermée, est-ce que tu consommes la pornographie, oui ou non? Non, c'est... Vraiment, de façon ouverte. Donc, ton imaginaire fonctionne-tu encore? Exactement. Ou c'est juste du... Comment tu le qualifierais? On est dans un ère où la technologie avance extrêmement rapidement. On a tout au bout de notre téléphone. C'est facile. Oui. Et il y a un terme que j'apprécie particulièrement qui est l'acrasie. Oh, vas-y. C'est un manque de force mentale qui me pousse à prendre une décision consciente qui va à l'encontre du bon jugement. Je remets ça dans un contexte où on a... Vulgarisé. Vulgarisé. J'étais avec ma blonde, puis j'aimerais ça entretenir ma relation, j'aimerais ça qu'on ait une relation intime, mais ça fait plusieurs fois que quand j'avance vers elle, que il y a autre chose à faire. Exactement. Je me bute à un rebut. Et vice-versa, ça se passe des deux côtés, soit dit en passant. Je comprends très bien. Je me bute à un non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis blessé. Oui. J'ai un rejet. Je me fais rejeter par ma partenaire de vie. Qu'est-ce qui se passe? L'acrasie, manque de force mentale. Au lieu de me dire, hey, tu sais quoi? Il y a peut-être un dragon là, sous le tapis que je devrais voir puis qu'on devrait adresser. Il y a peut-être une situation qu'on devrait expliquer puis défaire pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place quelque chose qui fait en sorte qu'on entretienne notre relation puis qu'on continue à avoir des relations sexuelles après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Un désir. Et donc là, oui, on en reparlera tantôt, ça, du désir. J'entre dans l'acrasie, mon manque de force mentale. Je fais quoi? Je vais vers la facilité. La facilité, c'est quoi? J'ouvre mon téléphone, je consomme la pornographie. Pourquoi? Parce qu'au final, je pense que tout le monde veut obtenir cette espèce de sensation de bien-être-là qu'on a après le coït, après cette... la détente. La détente. Mais quand on va toujours vers la facilité, ça devient une habitude. Et cette habitude-là fait en sorte qu'on développe des réflexes qui font en sorte qu'on n'entretient pas notre relation avec notre partenaire. Et donc, quand ça va pas bien à la maison, on fait quoi? On pense à ça quand on est au boulot. Si on n'adresse pas les situations et vice-versa, quand ça va pas bien au boulot, et que je suis pas capable d'adresser ce qui se passe au boulot et d'en parler, bien, je fais quoi? Je ramène ça à la maison. J'étais en train de manger, j'étais à table, je suis à la table, puis
Là, je dis ma conjointe, j'ai pas de partenaire de vie actuellement, mais... Ah, mesdames. Mesdames. OK. Finalement, je suis là, mais je suis pas là. Oui. Pourquoi? Ça tourne ici en haut. Quand je rencontre mes clients, on l'adresse. On va parler de ces choses-là. Qu'est-ce qui va pas bien? Puis c'est quoi qui est important pour toi? Et donc, je ramène directement la méthode 48 heures. On va aller déterminer c'est quoi tes priorités. Est-ce que c'est de, justement, revenir en force dans ton couple, d'entretenir cette relation-là? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir y arriver? OK. Et Bande, tu as parlé de relations, tu as parlé aussi, c'est apprendre les entrepreneurs, souvent, c'est de trouver un lieu où tu peux discuter de tes problèmes, échanger, comme les vétérans, les policiers aussi se fréquentent entre eux parce que ils sont... il y a une camaraderie, une fraternité. J'aimerais que tu nous parles du groupe Performance, qui est un réseau d'entrepreneurs et de gens en affaires, de décideurs, qui, à mon sens, est spécial. J'aimerais que tu me parles un peu de ce réseau-là qui fait qu'aujourd'hui, tu es ici puis que tu es encore membre du réseau du groupe Performance. Absolument. Tantôt, tu me demandais la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les entrepreneurs ont de la difficulté à passer à l'action? Oui. Plus souvent qu'autrement, on a un manque d'imputabilité avec un partenaire de responsabilisation. Quand on parle de nos projets, puis là, je parle groupe performance, oui. On s'en va, c'est une soirée réseautage, c'est un événement réseautage. Il y a des dîners également où est-ce qu'on peut avoir accès à de l'information, de la formation, des soupers-conférences, des personnalités célèbres, dont Georges Saint-Pierre également, qui fait partie du groupe Performance, toi qui es là également, Caroline Bergeron également, La somme des gens qu'on rencontre, excellent livre, soit dit en passant, si vous ne l'avez pas lu, allez lire ça, ça vaut la peine. Donc, de pouvoir rencontrer des entrepreneurs qui vivent les mêmes enjeux que nous, qui ont des ambitions, qui peuvent nous aider dans ce qu'on veut atteindre. Il y a un groupe, et le groupe Performance, c'est là pourquoi? Pour nous aider à performer, mieux performer. Je me considère, encore une fois, comme je l'ai dit, choyé parce que je suis ici. La raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que Hugo, non pas toi, mais propriétaire de Coupé, m'a dit, Isaac, je pense que tu devrais te joindre à nous. C'est quelque chose qui pourrait être à valeur ajoutée. Et comme de fait, c'est quelque chose qui est à valeur ajoutée. Le groupe Performance, ça permet quoi? Ça permet d'entretenir des relations, de bâtir des relations, de découvrir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, puis d'avoir une multitude de ressources pour se permettre d'avoir une meilleure vie. On va dire comme ça. Parfait. Puis tu as dit aussi quelque chose d'intéressant. Tu as dit de mener, de te challenger. Est-ce que les gens qui viennent te voir... on a parlé de vulnérabilité, d'organisation, de mise en œuvre. Est-ce qu'une date butoir, de dire, moi, là, il faut qu'à telle date, voici où je vais être rendu. Pour que les choses s'enclenchent, les repères, est-ce que je m'approche, est-ce que je m'éloigne de cette date butoir-là? Est-ce que c'est quelque chose que la méthode 48 heures dit, bien là, c'est beau avoir ce que tu veux, si tu as parlé de 31 décembre 2026, c'est une date butoir. Oui. C'est une date butoir. La majorité des clients qui viennent nous voir au début n'ont pas de date butoir et c'est une des raisons pour laquelle ils n'avancent pas, pour laquelle ils sont stagnés à la même place. Ça fait 10 ans que j'ai l'entreprise, mais j'ai atteint le plateau parce que je n'ai pas déterminé d'objectif et mes objectifs n'ont pas de date. Quand un client vient me voir, il n'est pas obligé d'avoir de date. Si vous avez de la difficulté, soit dit en passant, puis j'en parle parce que, bon, on est là, oui, pour parler du groupe Performance, de jaser tout ça, mais on est là aussi pour aider les entrepreneurs qui nous écoutent. Oui. Si vous avez de la difficulté à déterminer quels sont vos objectifs, vous êtes rendu à une place où vous avez de l'ambition, vous voulez que votre entreprise continue à croître ou vous voulez l'optimiser, parce que ça aussi, c'est une autre chose. C'est pas tout le monde qui cherche à faire croître puis à avoir plus d'employés puis ainsi de suite. Non, vous voulez avoir plus d'optimisation, plus de structure et tout ça. Vous pouvez me contacter, ça me fait plus que plaisir. Puis je vais laisser mon adresse courriel. Bien là, j'allais dire, tu devances ma question. Si on veut rejoindre, si on veut faire affaire avec toi, où on peut rejoindre Isaac Martin et son partenaire et prendre connaissance de la méthode 48 heures et tout ça. Donc, vous pouvez m'écrire à Isaac, ISAAC, à commercial 48heurparjour.com pour m'écrire directement personnellement à moi. Vous aimeriez avoir juste plus d'informations en lien avec la méthode 48 heures concernant les conférences, les ateliers corporatifs, l'ADLP qu'on n'a pas encore abordé, mais que je glisserai un petit mot, le mastermind. Bref, vous pouvez écrire à info@commercial48heures
par jour.com. Il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous pour vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Soit dit en passant, Vas-y. je me permets, on a également un podcast. Oui, J'en profite, qui est le podcast Productivité et Leadership. À tous les dimanches, il y a un épisode qui sort en lien avec la productivité ou le leadership. Et Patrice et moi, on parle à cœur ouvert. On parle des bons coups comme des moins bons coups qu'on a fait. Pourquoi? Parce que être vulnérable, ça fait partie de notre mission. Oui. Puis être authentique aussi. Wow, c'est... On parlait, il y a tellement de choses, et là, on va atterrir bientôt. Là. Ça va à une vitesse supersonique avec toi. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser? Que tu dis, hey, moi, je veux ça pour moi, là. Pose-moi cette question-là parce que c'est important avant qu'on se quitte. Oui. Allez. Est-ce qu'il est trop tard? Isaac, est-ce qu'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard, soit dit en passant. Groupe. Pour prendre action. Il y avait 2 moments pour le faire. C'est il y a 10 ans de ça et maintenant. Quand vous êtes rendu à un moment où vous voulez avoir du changement, avoir du succès, être aligné avec ce que vous désirez, prenez action. Faites le premier pas. Venez me jaser, ça va me faire plus que plaisir. Ça ne vous engage absolument à rien. S'il y a des pistes de solutions que je peux vous présenter, je vais vous le dire. Si je ne suis pas la bonne personne aussi pour vous accompagner, je vais vous le dire. Ça m'est arrivé de dire, écoute, en fonction de ce que tu me parles, je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Mais si je pense que je peux t'apporter de la valeur, nécessairement, on va prendre le temps de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vie de rêve qu'on désire avoir. Peu importe l'âge, peu importe... Peu importe l'âge. J'ai des clients, je te le dis, j'ai des clients qui, ça part de 20 ans jusqu'à 65 ans. Il n'y a pas d'âge pour apporter la structure dans son entreprise pour pouvoir se permettre de rêver puis d'atteindre la vie qu'on veut. L'exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le colonel Sanders, c'est un exemple extraordinaire Absolument. de quelqu'un qui a eu je ne sais pas combien de refus. Et puis, c'est nébuleux selon l'histoire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, à quel âge? 65 ans, qui a commencé à déployer la structure qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Après 1001 tentatives, 1001 refus, 1001 échecs, que les gens disaient non, je ne sais pas combien de portes. J.K. Rowling qui a déposé, je ne sais pas combien de fois... de maisons d'édition l'ont refusé avant qu'elle disent oui. Donc, à travers les refus, tu dis, il n'est jamais trop tard. Et il n'est jamais trop tard au niveau professionnel, mais aussi au niveau... personnel. Absolument. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens, de leur dire, écoutez, il n'est jamais trop tard. Est-ce que tu les amènes aussi au niveau personnel, à dire là, pour que vos ambitions fonctionnent, il y a une machine ou il y a un organe qui va vous amener là? J'aime que tu en parles parce que on aborde, évidemment, là, c'est très court, on n'a pas beaucoup de temps ensemble aujourd'hui, mais quand on fait le bilan puis qu'on regarde qu'est-ce qui fonctionne dans nos sphères de vie, on a parlé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a la sphère de la santé. Oui. La santé, c'est la santé mentale, mais également la santé physique. Et spirituelle. Assurément. Assurément. Oui. Puis ça, et tu vois, le spirituel, moi, on le rentre dans le développement personnel de notre côté. Mais oui, assurément, c'est là. Votre santé physique, c'est votre bolide. Votre corps, c'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer. Imaginez que vous décidez d'acheter une voiture puis que vous ne faites jamais l'entretien. Qu'est-ce qui va se passer? Nécessairement, elle ne fonctionnera pas comme elle devrait. Donc, il n'est jamais trop tard pour... Si tu la pousses trop, tout s'use trop vite. Même chose, dans les extrêmes, c'est pas bon non plus. Et on ne parle pas d'équilibre dans 48 heures, on parle de calibration. Oui, c'est vrai. On parle de calibration. Donc, pour moi, le concept de l'équilibre, c'est comme c'est 50-50. Non, tu ne seras jamais 50-50. Il y a des moments où tu vas être beaucoup plus intense dans ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu as un boost à donner. Il y a des moments où tu vas être beaucoup plus intense dans ta famille parce que tu attends un enfant, parce que tu as un enfant qui va naître sous peu. Aidant naturel ou peu importe. Absolument. Oui. Donc, la calibration, c'est en fonction justement de mes dimensions, en fonction de mes sphères de vie et qu'est-ce que je veux réellement qui se passe dans chacune d'entre elles. Je vais être 100% dans cette sphère-là pour X nombre de temps. Je vais être 80% là, 20%, 10%. Détermine-le. Wow. Et j'aime le terme, la calibration. Là, on va atterrir, je vois la piste, là, et avant d'atterrir, j'ai un petit jeu que j'appelle jeu éclair. Je te dis un mot et tu me dis spontanément à quoi ça te fait penser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
T'es prêt à plonger? Attends un petit peu. Je te dis un mot Ouais. et tu me dis spontanément, ce mot-là, c'est juste... Un mot ou une phrase? Je peux te donner t'as une phrase? mais si t'es capable de te limiter à un mot, Parfait. c'est juste spontané. OK? C'est bien qu'on établisse les règles du jeu avant. Voilà. Si je te dis réussite, Bonheur. péché mignon, Bonbon. courage, Vulnérabilité. dimanche matin, Temps pour moi. opportunité. Croissance. On l'a pas abordé, mais musique, Passion. échec, Apprentissage. voyage, Liberté. client, Partenaire. mer ou montagne, Ciel. OK. Jackpot, Partenaire de vie. liberté, Voyage. restaurant, Restaurant. Rassemblement. futur, Vie. espoir, Wow, c'était beau. Moi, je m'attendais pas à ça. C'est excellent. Espoir. Bonté. famille, Important. couple, Essentiel. humour, Tous les jours. coucher de soleil. Ah, rêve. Il y a une lampe sur la table, il y a un génie qui sort, tu as le droit à un vœu. Quel serait ce vœu-là? Et tu peux pas dire je veux des multiples vœux. Qu'on se permette de rêver comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, que tu permettes à tout le monde de rêver comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais de leur permettre aussi d'avoir la conscience que c'est important de continuer à désirer ce qu'on a déjà. Oui, j'aime bien. Isaac, Martin, merci de t'être prêté au balado de Raconte-moi ton affaire. Je te souhaite la santé. Je te souhaite de continuer ta noble mission, ta belle vocation. Merci beaucoup. Merci Hugo de ton accueil. Au plaisir, mon cher. Yes! Bon, ben belle communauté du groupe Performance. Votre communauté, vous le savez, on like, on excite les algorithmes, on partage. Et je vous dis à très bientôt pour un autre balado de Raconte-moi ton affaire. Salut!